3 dernières années de mon service, j'étais ingénieur représentant de l'armée à Elbit, à l'aube de mon retirement de l'armée. Un gros projet pour Khail Avir, pour l'armée de l'air, dans le domaine des drones. Ils cherchaient beaucoup de gens. Donc, vous êtes rentré dedans. Je suis rentré dedans. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Et vous le savez, sur Studio Qualita, nous aimons donner la parole aux nouveaux immigrants, mais aussi aux anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont fait le choix d'Israël dans les années 90. C'est exactement le cas de notre ami Shlomo El-Maleh. Shlomo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors vous avez un parcours, on va dire, en termes d'intégration, pas mal du tout. Vous avez été, vous êtes ingénieur d'ailleurs, on va commencer par le début, ingénieur en électronique. Vous avez travaillé chez Elbit, cette fameuse société qui s'occupe de sécurité pendant, on va dire, plus de 20 ans. Ouais, presque. Vous y êtes toujours ? J'y suis toujours, à mi-temps, un peu moins même de mi-temps. Alors pourquoi mi-temps ? Vous en avez un peu marre ? Vous avez eu envie de être changer ? ingénieur à la longue, ça sèche un peu. C'est vrai ? Ça sèche un peu, ouais. C'est un manque de contact humain à un moment donné. Marre de parler aux machines ? Ouais. Aux gens qui parlent comme des machines aussi. Donc, même si j'ai beaucoup d'affinités avec le monde, avec Tsahal, parce que je fais des projets pour l'armée de l'air. C'est quand même une grande fierté quand on monte en Israël. Ça doit être excitant. Je me rappelle, tout enfant, aller au salon du Bourget, voir le stand d'Israël, je me disais, voilà, ça serait un... Ouais, je voyais ça avec émerveillement. Quoi. Et puis, voilà, ça serait un rêve de... Finalement, je l'ai intégré. Je me suis rappelé après avoir intégré que j'avais cette image-là. Salon du Bourget avec les avions. Je suis plutôt israélien. Et voilà, ça c'était c'est là que j'aimerais aller. Il y avait Elbit, Raphaël qui étaient ceux qui présentaient là-bas leurs produits. Pour moi, c'était la fierté. Finalement, je me suis retrouvé peut-être sans même préparation à l'avance. Extra. Alors pourtant, Israël, c'était pour vous, c'était même pas une question, quoi. C'était plutôt quand est-ce que j'y vais, quoi. C'est surtout une réponse, ouais, pas une question. Ouais, c'est une question de temps. Après le bac, j'ai presque fait Formalia. Mais bon, c'était peut-être un peu... j'ai trop écouté peut-être les voix qui m'ont refroidi un petit peu. Donc j'ai commencé un cursus. Maman, mon fils, tu n'iras pas en Israël sans moi, tu restes ici. Voilà, c'est dangereux quand tu vas faire. Donc j'ai commencé une formation d'ingénierie en prépa Maths Sup. Et un peu à contre-cœur. Mais bon, je suis rentré dedans, je me suis investi à fond là-dedans. Mais au bout d'un an, j'ai eu mon passage. Je me suis dit, bon, si je continue... Passage en Maths P. Si je continue, c'est encore un an. On met sa vie de côté complètement. On voit que des chiffres et des lettres et des intégrales. Et c'est encore après faire une école d'ingénieur, commencer une carrière, c'est reporter l'ALIA de 5-6 ans. Je me suis dit... c'est ridicule, je préfère faire mes études en Israël. Voilà, c'est pas par dépit, pas par échec. Donc je le fais sciemment, donc j'ai arrêté. Et alors, vous êtes arrivé directement au Technion, vous aviez déjà un programme, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. Oui. Vous vouliez être ingénieur électronique ou c'est un peu le hasard qui a décidé de la spécialité ? C'est pas le hasard, j'ai 2 oncles qui sont ingénieurs, donc j'écoutais la voix. La voix familiale. Quelque part, voilà. Tu es bon en maths et en sciences, alors tu seras ingénieur en électronique, comme tes oncles. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est toujours une bonne voie, on va dire. Il y a des débouchés encore aujourd'hui dans ce métier-là. Cette faculté-là d'électronique, elle a beaucoup de spécialisation. Dans beaucoup de domaines, c'est très diversifié. Donc, même si on commence première année avec des trucs qui sont standards à tout le monde, après, on doit choisir différentes branches. Et là, ça peut être dans énormément de domaines. Le médical, ça peut être appliqué à différents domaines. Donc, ça laisse beaucoup de choix, de trouver un créneau qui peut nous plaire. C'est encore demandé, quoi. Oui. Bon. Puis Israël s'adapte beaucoup aux futures professions qui sont pas encore sur le marché. Ouais, alors ça, c'est sûr qu'on a de l'avance là-dedans. Alors, juste avant le Technion, vous avez décidé, forcément, il fallait apprendre l'hébreu, d'aller au kibbutz. Alors ça, c'est original aussi. Ouais. Alors, quand j'ai voulu faire un ulpan, parce que j'étais en école juive, donc j'avais les connaissances de base en hébreu. J'avais pas fait hébreu en langue vivante, j'ai fait arabe. Donc, hébreu, j'apprends de toutes les façons en arrivant en Israël. Alors, autant faire une langue, je n'aurai pas l'occasion de l'apprendre. Original. Ouais. Ça vous a servi ? Non. Non, pas du tout. Parce que le manque de pratique, c'est... on oublie. Voilà. Alors, vous avez cherché un kibbutz pour apprendre l'hébreu ? Oui, mais c'était l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent. Kibbutz, c'était une expérience. Je me dis, jamais j'aurai l'occasion de le faire après le futur. Donc, autant chercher 6 mois de Ulpan Kibbutz. Donc, je cherchais un kibbutz comme ça, un kibbutz religieux, un kibbutz Be'erot Yitzhak. Donc, ça peut être sympa au moins de faire un
travailler à la terre d'Israël, c'est aussi encore ça aussi, c'était un une rêve. expérience de faire un peu d'agriculture. C'est ce que vous avez fait? Ouais. C'est très intéressant. C'était un choc d'arriver au kibbutz? Ah ouais. C'est vrai? Déjà, premier choc, c'est travailler le dimanche. Après Shabbat, on a dimanche, tranquille, comme on avait en France. Dimanche matin, 6h, allez hop, dans les champs. Boulot. Ouais, avant que le soleil se lève, parce que sinon c'est trop chaud pour travailler dans les champs. Donc au boulot, la pluie, les orages, peu importe, la boue, on travaille. Donc c'est déjà le dimanche, où est passé le dimanche, donc c'était déjà un premier choc. Et puis il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient venus du monde entier, de Russie, des États-Unis, d'Inde, d'Angleterre, donc de Suède aussi. On s'est trouvé avec des gens très différents de soi. Très différents. Il fallait apprendre à communiquer. Donc un anglais, en France, l'anglais n'est pas spécialement développé. Donc un anglais très très boiteux. Donc c'était une expérience très intéressante. De beaucoup de gens, et puis bon, c'était court, 6 mois finalement. Ouais, finalement c'était court. Bon, après, pour apprendre l'hébreu, c'était ça. C'était bien. C'était radical. Il n'y avait pas trop de français, c'était efficace. On travaille avec des gens du kibbutz, des locaux. Il fallait savoir se faire comprendre et comprendre ce qu'on demande. Donc ça va vite. Ça va très très vite. Ouais. Alors ensuite, vous êtes, on l'a dit, arrivé au Technion. Vous avez trouvé une ambiance très différente de ce que vous avez connu en prépa en maths sup en France. Oui, mais déjà. Prépa maths sup, c'est un peu la prison, on va dire. Il y a les cours du matin à l'après-midi, on finit, on a quand même le droit de manger un petit peu, de respirer un petit peu, de quelques minutes par jour, mais sinon c'est hyper intensif. C'est intensif, on met sa vie de côté pendant 1 an, et j'ai encore des souvenirs où vraiment j'ai mis ma vie en suspens pendant 1 an plus ou moins. Et alors arrivé à la fac, c'est déjà autre chose. Il y a beaucoup de responsabilités. On est responsable nous-mêmes de choisir nos horaires. Nos cours. Personne ne vérifie ce qu'on fait. Tu te lèves pas, tant pis pour toi. Et puis surtout on s'est retrouvé avec un bon nombre de francophones qui sont venus comme moi sans leurs parents en Israël. Donc on a eu un vrai groupe d'entraide mutuelle. On vivait ensemble sur le campus. Donc il y avait une petite famille qui était sur place. On faisait les Shabbatot ensemble. On était aussi invités par des familles qui nous avaient précédés, des gens qui étaient. Donc il y avait une vie extra estudiantine extraordinaire. Ouais. Ça vous a tenu aussi. À tel ça point vous a qu'on est resté sur place. Ouais, vous n'avez pas changé, vous êtes resté à Neve Sha'anan, à Haïfa. On n'a pas changé. Et un bon nombre de familles qui ont été étudiées ensemble se sont mariées les uns avec les autres, comme ça, et sont restés sur place. Et nos enfants sont devenus après des amis, comme nous, on était amis pendant la période de la faculté. Et, vos enfants sont aussi copains que vous l'étiez. C'est hyper émouvant. Ouais. D'ailleurs, une petite anecdote, récemment, j'ai un très très bon ami dont le fils s'est marié très récemment. Et moi, j'étais son témoin à cet ami-là, à son mariage. Il était mon témoin aussi à mon mariage. Et mon fils était son témoin à son fils. C'était tellement le témoin de son fils, ils ont grandi ensemble depuis leur naissance. Magnifique. Et donc, c'était une image très forte à la Choupa qui a comme ça des liens qui se créent vraiment de génération en génération. C'est beau. C'est vraiment, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Les copains de l'Ulpan, les copains des études, c'est la nouvelle famille quand on arrive en Israël. On crée des liens très forts et on ne se lâche pas. C'est comme ça que ça se passe et ça aide à tenir le coup, les moments difficiles et aussi, surtout à partager les moments de joie aussi. Alors, ces études se sont plutôt très bien passées pour vous. Vous avez pu intégrer un programme Atoudaï à l'armée. Ça veut dire qu'on vous a laissé faire vos études avant de rentrer au service militaire. Et vous avez fait un service militaire assez long, je vous tire mon chapeau, 7 ans dans la marine. Alors là, tout c'était en fait 6 ans, où j'étais redevable 6 ans à l'armée en tant qu'ingénieur. Mais je signais un peu plus parce que c'était bien aussi. Il y avait des côtés positifs. Mais pourtant, on dit que c'est quand même hyper difficile parce qu'on est diplômé, on a galéré pendant les études. Une fois qu'on est diplômé, on peut atteindre de très bons salaires et enfin profiter de tout cet investissement. On est à l'armée, on travaille dans l'armée. Alors oui, c'est bien, mais on est très mal payé. Assez mal payé. Mais bon, on a la fierté de travailler à l'armée quand même. Et d'un autre côté, c'est une occasion, c'est un cadre dans lequel on peut toucher des projets qu'on ne touchera jamais dans le civil. L'ampleur des projets et l'importance des projets. La fierté de travailler pour ça, elle aussi, j'imagine. C'est des choses qu'on ne touche pas dans le civil. Donc, c'est aussi, quelque part, ça donne une expérience assez impressionnante. Et à tel point que quand j'étais, pendant une bonne période de mon service, pendant presque les 3 dernières années de mon service, j'étais un ingénieur représentant de l'armée
à Elbit, dans une boîte donc. C'est comme ça que vous avez connu cette société. Et que je me suis fait connaître aussi par les gens qui étaient sur place. J'étais donc résident, j'avais un bureau là-bas sur place, donc j'ai suivi un projet qui était un très gros projet pour défense de bateaux et fait sur place, intégration, tout ça, que j'ai connu beaucoup de gens et ça vous a ouvert les portes pour votre carrière future. À l'aube de mon retirement de l'armée, libération de l'armée, un gros projet pour Khail Avir, pour l'armée de l'air, dans le domaine des drones. Ils cherchaient beaucoup de gens. Donc, vous êtes rentré dedans. Je suis là-bas depuis plus de 15 ans dans ce domaine-là. Bon, ok. Alors, vous avez quand même fait une petite pause parce que, comme vous l'avez dit, parler aux machines, faire un peu toujours la même chose, évoluer toujours dans le même cadre, même s'il est passionnant, vous avez fait une pause, vous avez voulu connaître le monde de la start-up israélienne. Est-ce que c'était aussi excitant qu'on le dit ? Ouais. Ah. Alors, c'était une start-up interne parce que ça touche au domaine médical. Ouais. Avec on a aussi beaucoup d'affinités. Si à l'armée, on sauve des vies en sauvant la population, là aussi, on sauve des vies en leur procurant des soins médicaux. C'était donc une start-up qui crée des pompes à insuline pour les diabétiques. Donc, il y avait une maladie qui touche beaucoup de monde. Donc, c'était un produit ésotérique qui est très utilisé par 2-3 pèlerins. Ouais. C'était vraiment quelque chose à la pointe de la technologie. Et c'est très différent parce que c'est des petites équipes, c'est un rythme de vie très très différent. On ne travaille pas sur des projets qui sont sur des millions, qui travaillent avec des interfaces de tous les côtés. C'est un petit produit, on fait un produit, on est très très focalisé là-dessus. Et c'est un rythme très différent aussi. Donc c'est des gens différents, c'est un mode de travail très très différent. Ça reste dans le domaine de l'ingénierie, mais déjà appliqué, il fallait que j'apprenne des bases médicales aussi. Ouais. Vous avez changé d'air, changé de fonctionnement, et ça c'était... Apprendre comment d'autres boîtes travaillent, parce que souvent on s'encroute un peu dans notre façon de travailler, et on ne voit pas... Il faut un peu s'atrophier un petit peu, il faut changer un peu, enlever des habitudes, prendre d'autres habitudes, voir d'autres horizons. Et ça, c'était positif. Bon, alors finalement, votre boîte a été rachetée, transférée, toute l'équipe a été transférée en Allemagne. Vous n'avez pas voulu aller en Allemagne, on vous comprend. Vous avez intégré une boîte américaine. Alors là, vous avez eu un choc. Le management à l'américaine, c'était pas tout à fait ça pour vous. Si Elbit, c'est pas vraiment du high-tech comme on le pense. Là, je suis vraiment du high-tech, le vrai high-tech, pur et dur. Et, on peut la citer, la boîte. Oui, qui s'appelle KLA, qui fait des produits remarquables aussi, mais personnellement. Mais le management, c'était dur. Personnellement, j'ai pas aimé c'est un domaine où on crée des machines vraiment, quoi. On ne crée pas des systèmes de défense ni des produits médicaux. C'est du high-tech où on met ça vite de côté. Ça me rappelait les années de la prépa où les gens ils sont dévots au travail, il n'y a que ça, un rythme insoutenable avec beaucoup de surprises. Du jour au lendemain, hop, tu pars à Taïwan, tu pars à Séoul, tu pars il faut être prêt à... Il faut être jeune, avoir les dents longues et pas de famille à gérer, mais voyager. Être prêt au changement du jour au lendemain. Voilà, donc finalement, par un hasard heureux de circonstances qu'on ne va pas détailler ici, vous êtes retourné chez Elbit où vous êtes toujours et vous êtes assez content, mais vous avez voulu quand même donner un peu une autre tournure à votre carrière et vous occuper des autres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Déjà, le système, s'occuper du militaire, c'est s'occuper beaucoup des autres. C'est vrai, mais... Et je me suis dit, finalement, c'est très, très général. C'est très, très global et c'est très, très, on va dire, théorique ou c'est abstrait. L'aide financière aux particuliers, c'est quelque chose qu'on voit au personnel. On voit les résultats tout de suite. Et c'est un contact humain que dans le domaine de l'ingénierie ou dans le high-tech, on a très peu de contact humain. Et de pouvoir aider des personnes qui sont entrées dans des problèmes, qui n'ont pas su se gérer. Oui, c'est-à-dire que vous faites vous êtes conseiller en budget et conseiller en crédit immobilier et vous les aidez surtout, vraiment. À avoir les ustensiles et les outils que moi je n'ai pas eu, et leur donner et voir des personnes se remettre sur pied, avoir l'occasion de se remettre à rêver, avoir des rêves finalement qu'ils ont mis de côté, qu'ils ont oubliés parce que la routine les a complètement enterrés. Donc c'est quelque chose qui a une énorme satisfaction. Et c'est aussi un fléau énorme en Israël. De ne pas savoir gérer son argent. De se retrouver, et puis c'est des tensions énormes dans la famille, ça crée des divorces, des problèmes de couple, tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est connu. Bon, en tout cas, nous, on était très contents de faire un petit tour de votre Alia. Voilà. J'imagine que vous ne regrettez rien. Non,
Voilà, C'est vrai. tellement pas. Il y a quelque chose que vous préférez dans votre vie aujourd'hui, dans la vie en Israël, tout simplement, malgré l'évolution de la société? Parce qu'entre les années 90 et aujourd'hui, le pays a énormément changé. Oui, c'est vrai. Mais je pense que cette perspective qu'on a des choses, comme je disais, quand j'étais encore étudiant, que j'allais un peu en France de temps en temps pour aller voir la famille, je voyais mes amis du collège ou de la prépa. Très rapidement, j'ai vu à quel point nos priorités divergeaient. Ce qui les intéressait, c'était plus ce qui m'intéressait. On avait la tête ailleurs, on avait d'autres priorités. On apprend à mûrir, on va dire, à voir les choses différemment et à prendre conscience d'aspects de la vie très très différemment. Et l'entraide en Israël, c'est quelque chose qui qu'on voit nulle part. C'est vivre au niveau national, c'est se réappartenir à quelque chose, à une aventure nationale. Et c'est ça qui vous tient, qui fait que c'est un plaisir de vivre aussi. C'est redevenir quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même. Comme en France, j'imagine que partout en diaspora, les gens vivent maximum une communauté, mais une sorte de routine, une petite vie personnelle, on va dire. Ouais. Et même s'il y a des gens qui ont des vies quand même communautaires, dédiées à la communauté, mais ça reste... Ça reste assez restreint. Okay. Et là, c'est une aventure. Il a dit participer par l'armée, par les études, par créer quelque chose, revenir, être par sa famille, acteur et ne pas être sur le quai, regarder le train passer, être spectateur. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Bon, on va finir par ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous, Shlomo El-Maleh. C'est un plaisir. Et plaisir partagé. À très bientôt, en tout cas. Merci, à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.